CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag en compagnie, en première partie de Clément Veil-Rénal. Clément Veil-Rénal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous venez de sortir un livre qui s'appelle Rue Copernic, l'enquête sabotée 1980-2023 aux éditions de l'Artilleur. Et c'est finalement un livre qui tombe à point nommé puisque vous serez présent le dimanche 23 avril à la convention régionale du CRIF Marseille-Provence, la justice à l'épreuve du droit et source de mémoire collective. Vous serez plus précisément présent à la deuxième table ronde, justice et mémoire collective. Alors, Clément Veil-Rénal, excusez-moi. Le 3 avril s'est ouvert le procès de l'attentat de la rue Copernic, 43 ans après les faits. Est-ce que, votre livre sort en même temps, pourquoi 43 ans après les faits? Eh bien, c'est une affaire effectivement exceptionnelle par ses délais, mais également exceptionnelle par ses développements. 43 ans après les faits, parce que l'enquête de la rue Copernic a été longue, difficile. L'attentat est survenu, il faut rappeler, au siècle dernier, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à une époque où, d'un point de vue de la recherche criminelle, il n'y avait pas l'identification par ADN, il n'y avait pas les recherches par téléphonie qui facilitent grandement aujourd'hui les enquêtes. Donc il y a eu une enquête longue, laborieuse, opiniâtre. Il faut rendre hommage aux premiers magistrats qui se sont succédés sur le dossier durant près de 30 ans et qui ont fini par identifier les membres du commando et par localiser l'un des suspects, Hassan Diab, qui est aujourd'hui considéré comme le principal suspect. Il est considéré comme le poseur de bombes. Ils l'ont retrouvé au Canada où ce Libanais avait refait sa vie et était devenu un honorable professeur d'université, professeur de sociologie à l'université d'Ottawa. Mais on aurait pu penser que à partir de cette instance, l'enquête allait aboutir. Or, d'une part, les Canadiens se sont accordés 7 années de réflexion avant d'extrader Hassan Diab en France, mais à partir de là, on pouvait penser que le procès allait arriver dans des délais normaux, et là, il est survenu un certain nombre de dysfonctionnements ou même de bizarreries, et le principal de ces étrangetés, c'est que de nouveaux juges qui sont arrivés dans le dossier, malgré les très lourdes charges, les indices, les témoignages concordants qui semblent désigner Hassan Diab, ont estimé que finalement tout ça ne tenait pas et ont accordé, sur la foi de témoignages extrêmément légers, fragiles et incertains, ont accordé un non-lieu à Hassan Diab qui a été libéré, qui a pu repartir au Canada, où il est aujourd'hui un homme libre. Là, il y a eu des délais totalement inexplicables, parce que le parquet a fait appel du non-lieu dont avait bénéficié Hassan Diab, ce qui montre bien que le dossier est sérieux, mais là aussi, l'appel, pour des raisons que moi je ne m'explique pas totalement, l'appel a mijoté, poireauté, pardonnez-moi cette expression triviale, devant la cour d'appel pendant plus de 3 ans, jusqu'à ce qu'en janvier 21, enfin, la justice soit remise sur les rails et que le non-lieu dont avait bénéficié Hassan Diab a été annulé par la Chambre d'instruction, ce qui est une première, il faut le signaler, en matière d'antiterrorisme, et Hassan Diab a été renvoyé devant une cour d'assises dont le procès, effectivement, s'est ouvert lundi 3 avril devant la cour d'assises spéciale de Paris. Seulement voilà, comme il a eu un non-lieu, ce sont les arcanes de la procédure pénale, Hassan Diab est en liberté au Canada, rien ne l'oblige à se présenter devant la justice française, il peut en revanche être représenté par un avocat, c'est-à-dire que son procès va s'ouvrir sans lui devant un box des accusés désespérément vide, et si il venait à être condamné, eh bien, il est rien moins sûr qu'on puisse à nouveau obtenir une extradition, à nouveau le récupérer. C'est ce qui m'a fait parler d'une justice sabotée. Alors justement, vous le disiez, puisqu'il ne sera pas présent, on dit, je crois que son procès se fera in absentia, puisqu'il restera au Canada. Vous parliez tout à l'heure, Clément Veil-Rénal, que ça a été difficile de remonter jusqu'à lui, d'admettre que c'était lui. Alors, est-ce qu'au démarrage, on s'orientait sur une autre voie, plus proche des ramifications d'extrême droite? Oui, alors attention, déjà, en ce qui concerne Hassan Diab, il faut toujours rappeler que c'est un principe du droit pénal, il bénéficie de la présomption d'innocence. Je suis incapable et je ne suis pas en droit de vous dire que c'est lui. Il est le principal accusé, il est accusé, effectivement, il y a des charges contre lui.
aujourd'hui, on n'est jamais renvoyé devant une cour d'assises par hasard, il est considéré comme le principal suspect de l'attentat de la rue Copernic et il devrait s'expliquer, il aurait dû venir s'expliquer devant une cour d'assises, il sera jugé par défaut. Cette affaire, effectivement, comme je le souligne dans mon livre, cette affaire est marquée dès le début par le sceau du mensonge, sinon de la manipulation. Pour ceux de vos auditeurs qui ont gardé le souvenir de l'attentat de la rue Copernic et des jours, des semaines et des mois qui ont suivi, je rappelle le vent de folie qui a soufflé sur la société française pendant toute l'année qui a suivi l'attentat, où on a désigné de manière quasi certaine, voire obsessionnelle, on a désigné une piste pas seulement d'extrême droite. Tenez-vous bien, les mots ont leur importance. On a désigné une piste néo-nazie. On a expliqué dès le soir de l'attentat qu'il y avait en France des groupes néo-nazis extrêmement dangereux, prêts à semer, à répandre la terreur en France, que ce n'étaient pas seulement des groupes clandestins, mais qu'ils infiltraient le pouvoir au plus haut niveau, qu'ils infiltraient l'entourage du président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qu'ils noyautaient la police, une police qui aurait laissé se perpétrer l'attentat. Ça a eu des conséquences politiques non négligeables. Tous les experts s'accordent pour dire que cette fake news, comme on dirait aujourd'hui, d'un attentat perpétré par des nazis a grandement joué dans l'élection présidentielle qui a suivi au mois de mai suivant, en mai 81, et qui a vu l'élection historique du premier président socialiste de la Ve République. Et en fait, il y avait là une manipulation, puisque dès les premières heures de l'enquête, la police a très vite identifié ce que l'on a dit d'abord prudemment, ce que l'on a nommé une piste moyenne-orientale. Derrière cette qualification de moyenne-orientale, il est très clair qu'il s'agissait d'un groupe terroriste palestinien basé au Liban qui avait commis cet attentat très clairement antisémite puisque la bombe visait une synagogue et qu'il s'agissait bien de tuer le maximum de juifs possible en Europe. Et on a très bien senti que durant tous les mois qu'on suivit, et il y a eu des témoignages à cet égard des anciens responsables de la police française, des renseignements généraux qui ont témoigné dans leurs livres de souvenirs à quel point le pouvoir politique avait insisté dans les mois qui ont suivi, avait insisté pour que l'on désigne, pour que l'on s'acharne sur une piste d'extrême droite qui était totalement fantomatique. Et à cet égard, l'attentat de Copernic est un peu, la matrice de toutes les manipulations à venir sur le même thème. Vous savez, lors des attentats de Toulouse, on a, pendant les premiers jours, un certain nombre de relais dans l'opinion, et pas toujours de manière innocente, ont accrédité, sans la moindre preuve, ont accrédité l'idée que le tireur de Montauban, qui avait assassiné des militaires, et le même tireur qui avait assassiné des enfants juifs à l'école juive d'Ozaratora à Toulouse, était un nazi. Et puis on a découvert après que c'était un djihadiste. Mais on retrouve dans le terrorisme actuel et dans tout un pan d'événements, on retrouve cette volonté d'abuser l'opinion et de dire à chaque fois c'est l'extrême droite qui menace, ce sont les nazis qui menacent, alors qu'en fait le danger est ailleurs. Alors Clément Veil-Rénal, vous interviendrez le dimanche 23 avril pour la table ronde à la convention régionale du CRIF Marseille-Provence, justice et mémoire collective. Pensez-vous que la justice peut ou fait justement œuvre de mémoire collective ou que c'est pas son travail? La mémoire collective, c'est un grand mot. Je sais pas s'il faut dire mémoire avec un M majuscule ou un M minuscule. La mémoire, déjà, le travail de la justice, avant de sanctionner, c'est effectivement de faire œuvre d'une mémoire des événements passés. Que l'on sache, que l'on comprenne ce qui s'est passé et que l'on n'essaye pas effectivement d'égarer l'opinion et de lui faire prendre des vestis pour des lanternes. C'est la seule chose qu'on demande. Parfois, il y a des dossiers compliqués. J'en reviens à la libération inexplicable d'Hassane Diab. Parfois, il y a des vraies divergences d'appréciation parce que la lecture des faits est incertaine. Parfois, il y a des bourdes procédurales. Parfois, il y a des circonstances qui font que des gens échappent à la justice. Mais en l'occurrence, l'absence d'Hassane Diab apporte un éclairage pas très agréable, effectivement, à certaines réalités judiciaires. On sent d'ailleurs,
ça n'est pas moi qui le dis, je le cite dans mon ouvrage, mais le juge Marc Trévidic lui-même, celui qui a instruit le dossier, qui l'a instruit et qui a permis l'identification et la localisation d'Hassan Diab, le juge Marc Trévidic l'a déclaré lui-même dans je cite la source précise, il a déclaré dans une interview au journal du Dimanche, il a dit, vous savez, le terrorisme palestinien, ça intéresse beaucoup en France les services de police, les services de renseignement, la DST, mais par contre, le monde judiciaire n'aime pas trop y mettre les pieds. Voilà, on sent qu'il y a un malaise pour des raisons idéologiques, et ces raisons fonctionnent toujours. Je consacre dans mon ouvrage un chapitre entier au soutien dont Hassan Diab bénéficie auprès d'un certain nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui ONG, des organisations non gouvernementales, qui d'ailleurs souvent n'ont de non gouvernementales que le nom. Il se trouve que parmi les gens qui aujourd'hui soutiennent, contre l'évidence, soutiennent Hassan Diab, il y a une organisation que vos auditeurs connaissent bien, qui s'appelle Amnesty International, dont la dérive anti-israélienne n'est plus à démontrer. Et alors, Amnesty International soutient Hassan Diab, le présentant comme la victime donc c'est quel acharnement judiciaire, mais j'allais dire c'est le zéro pointé pour Amnesty International. C'est l'erreur qui d'une certaine manière révèle les arrière-pensées de cette organisation, parce que si ma mémoire est bonne, Amnesty International s'est donné pour objectif de défendre les gens qui sont victimes de poursuites en raison de leur opinion ou en raison de leur activité politique légitime. Monsieur Hassan Diab, coupable ou innocent, n'est pas poursuivi pour délit d'opinion. Il est poursuivi parce qu'il est accusé d'avoir mis une bombe il y a 43 ans devant une synagogue, une bombe qui a tué 4 personnes, qu'on a blessé 40 et qui a semé la terreur et la dévastation à Paris. Donc, en tout état de cause, ça n'est pas un délit d'opinion. Et on est fondé à se poser la question, pourquoi une organisation comme Amnesty International, qui est très emblématique à gauche, qui incarne tout un courant de la pensée de gauche, on se demande pourquoi Amnesty International tient absolument à défendre M. Hassan Diab. Est-ce que ça n'est pas, comme disait Juge Trévidic, parce que le terrorisme palestinien a un statut particulier depuis 40 ans, depuis 50 ans. Je fais un long développement dans mon livre là-dessus. Le terrorisme palestinien, c'est quelque chose, effectivement, qu'une partie des relais politiques en France, de l'intelligentsia, ne veut pas condamner. Quoi qu'il arrive, quels que soient les faits qui aient pu se dérouler, le terrorisme palestinien, on ne veut pas dire une chose, pourtant qui se voit comme le nez au milieu de la figure, que c'est pas certains de ces groupes palestiniens qui prétendent lutter contre le sionisme, en fait, sont animés d'abord par la haine des Juifs. C'est pour ça que certains d'entre eux ont été amenés le 3 octobre 1980 à aller poser une bombe en plein Paris pour tuer les fidèles d'une synagogue, les fidèles d'un quartier huppé, qui n'étaient pas vraiment des sionistes, qui n'étaient pas des Israéliens, qui étaient des bourgeois juifs français qui venaient simplement célébrer un Shabbat et ce jour-là en plus Simchat Torah. Clément Vellerenal, je vous remercie infiniment. Vous travaillez sur quel thème dans votre prochain livre ? Eh bien, précisément sur l'antisémitisme d'extrême gauche. Je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous serez présent le dimanche 23 avril à partir de 13h30 à l'occasion de la convention régionale du CRIF Marseille-Provence et que, vous viendrez participer à la deuxième table ronde de justice et mémoire collective. Et ce sera l'occasion de parler de votre livre, Rue Copernic, l'enquête sabotée 1980-2023, que l'on peut se procurer aux éditions de l'Artilleur. Je vous remercie infiniment, Clément Vellerenal, et on vous donne rendez-vous le 23 avril à Marseille. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et alors, au 23 avril à Marseille. On se retrouve pour cette deuxième partie de CRIF Mag et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Ghislaine Laloum. Ghislaine Laloum, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors Ghislaine Laloum, vous faites partie du CRIF Marseille-Provence. Vous êtes sa secrétaire générale, vous faites partie du comité directeur du CRIF Marseille-Provence, mais également du bureau exécutif. Donc vous êtes vraiment au cœur de l'action, dans tous les secrets. Et nous allons parler ce soir avec vous, bien évidemment, de la cérémonie commémorative de Yom HaShoah, qui cette année se déroulera le lundi 17 avril à 19h30 à la Grande Synagogue de Marseille, donc à la 117 rue Breteuil. Et vous allez un petit peu nous expliquer comment cette année, cette commémoration va prendre vie
et va prendre forme. Et en deuxième partie, nous parlerons de la convention régionale du CRIF Marseille-Provence qui se déroulera le dimanche 23 avril à l'hôtel de région. Alors, on va démarrer d'abord, si vous voulez bien, en parlant un petit peu de vous. Ça fait combien de temps que vous êtes au CRIF Marseille-Provence, Ghislaine ? Je suis au CRIF Marseille-Provence depuis maintenant 7 ans, en fait. J'ai tout d'abord été cooptée par Bruno Benjamin. Et ensuite, je me suis présentée aux élections et j'ai été élue. Et avec Fabienne. Fabienne m'a demandé de rentrer au bureau exécutif et m'a demandé, ce que j'ai accepté volontiers, à ses côtés, d'être la secrétaire générale. Alors justement, vous le disiez, ça fait 7 ans que vous êtes membre du comité, du CRIF Marseille-Provence. Pourquoi vous avez eu l'envie d'y entrer ? Bon, j'avais déjà été au CRIF il y a quelques années, du temps où j'étais présidente de la UJF. Et bon, d'abord... C'est un parcours logique, puisqu'on sait que vous avez été à la UJF, au Keren à Yessot, si je ne m'abuse. Vous êtes un personnage connu, un visage connu de la communauté. C'était pour vous une suite logique ? Tout à fait, c'est une suite logique, d'autant que dans le contexte politique et ambiant actuel, où l'antisémitisme est de plus en plus grand et il n'y a plus de face cachée pour diffuser ce sentiment d'antisémitisme. Le CRIF représente la communauté sur le plan politique, ce qui est très important. Donc, je pense que c'est l'organisation, l'institution qui est prépondérante à ce type de combat. De combat, exactement. Alors, on va parler, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'organisation lundi 17 avril à 19h30 de la cérémonie commémorative de Yom HaShoah. Alors, expliquez-nous tout, Ghislaine. Je sais que vous investissez tous les ans. L'année dernière, elle a eu un réel succès, parce qu'il y a eu... ça faisait vraiment chaud au cœur de voir autant de monde. Alors, cette année, est-ce qu'elle va revêtir la même forme que l'année dernière ou de façon être différente ? Alors, tout d'abord, je dois dire que c'est Elie Benaroche qui a pris la direction et la responsabilité de l'organisation l'année dernière. Oui. Il m'a demandé d'être à ses côtés, ce que j'ai fait. Et il m'a demandé cette année d'être de nouveau à ses côtés. Nous sommes pas très nombreux, nous sommes un petit groupe, mais nous travaillons d'une manière unie et j'espère efficace. Cette année va ressembler un petit peu à l'année dernière, avec quand même des priorités qui ont été données. Alors, il y a plusieurs priorités qui ont été données. D'abord, au souvenir, par une vidéo, un petit film au tout début qui durera que 2-3 minutes. Ensuite, au témoignage des déportés et des justes. Ensuite, nous avons donné aussi une grande priorité à la transmission par l'allumage des descendants de ces déportés et des justes, accompagnés par les jeunes des mouvements de jeunesse. Jonas nous donne un grand coup de main pour rassembler tous les jeunes des mouvements de jeunesse, le DROR, le DEJ, les EI, bien sûr. Et ensuite, dernière priorité, la musique. La musique qui a permis dans les camps la survie pour certains. Alors justement, vous le disiez, elle paraît assez complète. Alors quand on parle d'anciens déportés, bien, on notera la présence de Denise Torres-Mater, qui est une ancienne déportée, qui est un petit peu, entre guillemets, la doyenne des anciens déportés qui malheureusement ne sont plus très nombreux, d'où cette urgence de les faire témoigner et de continuer à faire ces commémorations. La musique aussi. La musique, pourquoi ? Parce que vous le disiez justement, on a même retrouvé des tonnes et des tonnes de partitions qui avaient été écrites par des musiciens dans les camps de concentration, de toutes ces musiques que le gouvernement du Troisième Reich considérait comme des musiques de dégénérés, qui sont pour nous des musiques sacrées en réalité. Donc, tout à fait. Vous avez eu envie vraiment, et on le voit d'année en année, qu'il y a de moins en moins de place au discours et de plus en plus de place au symbole.
Tout à fait. La musique est très importante dans la culture juive depuis tout le temps. Oui. Et c'est ce qui permet déjà de nous unir, quelles que soient nos pratiques religieuses ou nos tendances politiques. Et aujourd'hui, c'est très important d'être présent parce que il y a une demande d'unité, il y a une demande de motivation et de mobilisation. Je vous disais tout à l'heure que l'on voit, notamment c'est très flagrant cette année, mais déjà l'année dernière, quand Elie Benaroche a pris en main les choses et même avant, je disais, il y a un éloignement de discours officiels pour faire place aux symboles. Vous avez tout à fait raison. Nous avons dès le départ, et là-dessus, c'est ma politique depuis une longue date, c'est de donner la place aux témoignages, aux éléments essentiels lorsque l'on fait un événement. Et donc, il n'y aura aucun discours, ni de politique, ni de président d'association. Il y aura uniquement les éléments essentiels à la commémoration de Yom HaShoah. Oui, j'imagine autour d'un maître des cérémonies incarné par Elie Benaroche. Tout à fait. Yom HaShoah, la Shoah, et ne peut être comparé à rien d'autre. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de guerres, il y a eu d'autres génocides, mais la Shoah, pour moi, personne ne doit utiliser les symboles de la Shoah, c'est-à-dire comme tout ce qui s'est passé durant cette période, comme l'étoile jaune ou les mots déportation. Je trouve ça intolérable. Est-ce que vous voulez dire, parce que c'est vrai, quand vous dites il n'y a rien de comparable à la Shoah, c'est vrai qu'il y a eu d'autres génocides, qu'il y a eu d'autres drames, mais est-ce que vous pensez que finalement le projet de la Shoah était quand même d'éradiquer le peuple juif, mais à travers le monde entier, c'est-à-dire enlever cette race de la terre, ce qui était un projet unique? Non seulement l'objectif c'était d'éradiquer le peuple juif, comme vous dites, dans l'ensemble du monde, mais surtout c'était la méthode. Pour moi, c'était une destruction industrielle du peuple juif. Ce qui est pire. Pour l'anéantir au niveau mondial. Pour dire on parle de cette religion au passé, elle n'existe plus. Tout à fait. Et ça, c'est un projet unique. Oui, c'est ce côté industriel. C'est ce qui s'est effectué sur plusieurs années de plus. Alors, justement, Ghislaine Laloune, eh bien, on se retrouvera le lundi 17 avril. Alors, c'est à 19h30, mais on va dire aux gens de venir avant 19h. Si vous voulez faire acte, on va dire, de militantisme, d'honneur aux gens qui sont partis, on aura besoin de personnes pour nous aider à 19h à lire les noms. Parce que malheureusement, ces gens n'ont pas de sépulture. Tout à fait. Et d'ailleurs, tous les jeunes des mouvements de jeunesse seront là à 19h pour commencer cette lecture des noms. Et j'espère que vous serez très, très nombreux à être présents ce soir-là. On dit que la présence du passé est essentielle. Alors, on va être présent pour invoquer ce passé. L'avenir ne peut se faire que sur des bonnes fondations du passé. Je vous remercie, Ghislaine Laloune. Ça, c'était pour le Yom HaShoah. Maintenant, deuxième partie. Il y a beaucoup d'actualités au CRIF Marseille-Provence. Le dimanche 23 avril, je le disais en prémisse de cette interview avec vous, c'est la convention régionale du CRIF Marseille-Provence qui se déroulera à l'hôtel de région. C'est à partir de 14h en après-midi. 13h30. Ah, 13h30, excusez-moi. Important si on veut commencer à l'heure et si on veut finir à l'heure aussi. Alors, quel est le thème qui a été choisi cette année? Alors, nous avons deux thèmes. L'irresponsabilité pénale. Deuxième thème, le terrorisme et la mémoire trouble. Alors justement, on le disait, donc, si on devait relier ces deux thèmes, ça ferait la justice à l'épreuve du droit et source de mémoire collective. Donc on a compris que la première table ronde serait justice et irresponsabilité pénale, alors ça renvoie à des affaires, j'imagine. Il y a une volonté d'expliquer les choses, d'essayer de comprendre la fameuse affaire Sarah Halimi.
tout à fait. C'est une manière d'expliquer parce que jusqu'à aujourd'hui, nombre de personnes ne comprennent pas encore comment cet assassin peut être n'a pas été n'a pas été a été déclaré responsable voilà, pénalement. n'a pas été pénalement puni. Alors, qui va y avoir autour de cette table ronde? Alors, il va y avoir donc plusieurs personnes. C'est-à-dire de corps différents, comme oui, j'imagine lors des avocats, des magistrats, des maîtres de conférences. Il y aura un représentant de l'ordre des avocats, un représentant des magistrats, un représentant des experts psychiatres, députés, parlementaires. Et nous aurons aussi M. Fukuni Sébastien, maître de conférence, faculté de droit. Qui représentera peut-être le doyen, c'est ça? Tout à fait. Et qui nous parlera, je crois, des évolutions législatives. Tout à fait, puisque on demandera quelles sont les conséquences aujourd'hui appliquées par rapport au changement de loi suite à l'affaire de Sarah Halimi. Alors, deuxième table ronde, justice et mémoire collective. Et nous avons eu l'honneur en première partie d'avoir Clément Veil-Rénal qui sera présent. Alors, pourquoi? Parce que cette table ronde, justice et mémoire collective, elle tombe à point nommé puisqu'on pense aux attentats et notamment avec celui qui s'est ouvert le 3 avril dernier de la rue Copernic. Tout à fait. 43 ans après quand même. Tout à fait. Oui, mais vous savez qu'en France, la justice est très lourde. Oui, ça a été un peu plus compliqué dans cette histoire. Alors, dans cette table ronde. Ce qui s'est passé dans cette histoire, et quand on revoit les images ces derniers temps, ça paraît presque incroyable. Incroyable. Alors, dans cette table ronde, je le disais, il y aura Clément Veil-Rénal, mais aussi des témoignages de victimes d'Ozaratora, notamment l'avocat Jonathan Chétrit, qui en a fait un livre, puisqu'il était présent malheureusement en 2012, à l'occasion malheureusement de l'attentat de l'école Ozaratora. Il en a sorti un livre, Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozaratora, où il a recueilli la parole de nombreux témoins, après pour libérer un petit peu cette parole. Vous me disiez qu'il y aura des écrivains. Oui, il y aura aussi Judith Cohen-Solal, Jonathan Ayoun. Alors Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, spécialistes de la lutte contre l'antisémitisme, il faut le dire, qui ont signé 5 magnifiques documentaires sur Arte, sur les origines de l'antijudaïsme à l'antisémitisme aujourd'hui, spécialistes de la lutte contre l'extrême droite, vraiment 2 personnages saisissants. Et d'actualité, Jonathan Ayoun est assez jeune et fait un travail assez extraordinaire. Donc, il y aura 2 tables rondes, l'une après l'autre, bien sûr. Avec une petite pause quand même pour boire un café. Une pause avec café et petit gâteau, bien sûr. Et donc, ça commencera à 13h30 pour l'accueil. Oui. 14h précise pour la première table ronde, donc celle de l'irresponsabilité pénale. Et 16h, aux alentours de 16h30. Justice et mémoire collective sur le terrorisme. Voilà, tout à fait. Et tout ceci animé par la journaliste Noémie Aliwa. C'est bien ça. Aliwa, tout à fait. Donc, c'est pareil. C'est donc à 13h30 à l'hôtel de région. C'est la convention régionale du CRIF Marseille-Provence qui fait son retour après une longue période de Covid. Et on est tous heureux de voir qu'elle revient. C'est dimanche 23 avril. Alors, voilà, je voulais dire aussi que cet après-midi est ouverte et accessible à tout le monde. Exactement, c'est sur entrée libre. C'est très important de le dire, c'est entrée libre. Et dans l'immédiat, n'oubliez pas, le lundi 17 avril, à partir de 19h, à la grande synagogue de Marseille, 117 rue Breteuil, devant le mur des noms, lecture des noms à l'occasion de la cérémonie officielle de Yom HaShoah qui démarrera à 19h30, organisée par le CRIF Marseille-Provence et puis toutes les associations partenaires, je ne vais pas toutes les citer. Et surtout tous les mouvements de jeunesse qui étaient importants pour la transmission. Exactement. Il faut que la jeunesse soit là. Nous comptons sur vous, vraiment très nombreux. Alors, je vous dis au lundi 17 avril. À bientôt. Merci infiniment, Ghislaine, et à très bientôt. Karine. Déjà, rendez-vous le 17 avril. Ah oui, au revoir. Important rendez-vous. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence.